Merci Martine, merci Thomas de m'avoir invité, merci aux organisateurs du symposium de m'avoir invité pour vous parler d'un vieux marronnier qui est la gestion de la chirurgie non cardiaque chez les patients cardiaques ou en tout cas à haut risque. Pourquoi en parler? Parce que d'abord ça fait partie de notre quotidien, c'est que 4% des patients que l'on fait qui vont être amenés à être opérés, mais on a l'impression que c'est quand même beaucoup des coups de fil qu'on reçoit des collègues anesthésistes, cardiologues de ville. Est-ce que je peux arrêter ce traitement chez ce patient? C'est intéressant parce que aussi, il y a un premier risque dans lequel il ne faut pas tomber, avec la tendance à la généralisation des stents actifs. La réflexion sur le raccourcissement de la durée de la bithérapie ne signifie pas forcément qu'on peut opérer désormais tous les patients très rapidement. Ce n'est pas parce qu'on peut arrêter plus tôt, à 6 mois, voire à 3 mois, la bithérapie, qu'on peut forcément les opérer aussi rapidement. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a des recommandations qui viennent d'être sorties il y a moins d'un mois dans le JACC. 2 petits dossiers rapides, et puis là je vous demande vraiment d'être interactif, mais pour le coup pas trop, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps sinon. Premier dossier que j'ai pris volontairement du mois de janvier. Alors ils sont un peu, ils sont un peu en dehors du SCA pour certains. Le premier, c'est un patient de 64 ans qui est diabétique, hypertendu, obèse, qui a une chirurgie colique découverte sur des douleurs abdominales, pas d'anémie. Et puis il va voir l'anesthésiste, puisqu'il est prévu de faire une colectomie. Et l'anesthésiste l'interroge, il se plaint de douleur et surtout il a un électro qui n'est pas strictement normal. Donc il passe un coup de fil, il nous demande quoi en faire. Et là, je lui fais la choro, vous voyez, il y a une sténose très serrée, de l'IVA moyenne, avec un flux strictement normal et une échographie cardiaque normale. Alors, 3 questions, en fait, autour de cette présentation qui paraît assez simple. C'est, faut-il ou pas le revasculariser? Comment vous le revascularisez? Et quel délai pour la chirurgie? Alors, faut-il le revasculariser? On est vraiment, depuis 10 ans, et la publication de McFarls, on est vraiment revenu en arrière sur la revascularisation préventive de la chirurgie. Si bien qu'aujourd'hui, les recommandations de 2014 sont très claires. Elles disent, vous ne revascularisez jamais pour sécuriser un geste chirurgical. Vous ne revascularisez que parce que le patient a une situation clinique qui impose une revascularisation. Et ça, c'est un premier élément extrêmement important. Donc, j'en conclus chez ce patient, on ne le dilate pas parce qu'il a une sténose serrée de l'IVA, mais on ne le dilate que parce qu'il a un angor avec des modifications de l'électrocardiogramme. Donc ça, c'est un premier élément. Pourquoi il ne faut pas revasculariser systématiquement? Tout simplement parce que le patient dilaté qui va passer en chirurgie, c'est un patient qui va se retrouver dans une catégorie à très haut risque chirurgical. Donc il faut être extrêmement méfiant, et même si on a un beau résultat angiographique, on s'aperçoit que malheureusement, ça ne sécurise pas pour autant nos patients. Là, je vous ai pris l'énorme registre nord-américain qui a été présenté, publié en 2013 puis en 2014. Il y avait quand même 120 000 patients dilatés. Ils en ont tiré 40 000 qui avaient été opérés dans les 2 ans. Vous voyez que le taux de complications globales, les complications à J30 de la chirurgie, c'est 4 à 5% globalement. Et qu'il y a une relation directement linéaire entre le délai de la réalisation de la chirurgie après l'angioplastie et les événements cardiaques graves, avec plus de 10% de complications quand c'est fait avant 6 semaines, autour de 6,5% de complications quand c'est fait entre 6 semaines et 6 mois, et puis après on redescend sur des taux plus acceptables. Et les facteurs prédictifs dans ce registre, c'est un peu le type de chirurgie, avec en tête de gondole la chirurgie vasculaire, la chirurgie pulmonaire et la chirurgie digestive, le fait que la chirurgie a été réalisée en urgence, et un index de risque cardiaque dans lequel ils mettent l'infarctus récent, l'insuffisance cardiaque, le diabète, etc. La deuxième publication sur ce registre, c'est une publication intéressante parce qu'elle a matché les patients qui se sont fait dilater dans les 2 ans, qui se sont fait opérer dans les 2 ans, à des patients qui n'ont pas été opérés dans les 2 ans qui suivaient l'angioplastie, et ils les ont comparés. Et c'est les courbes qui apparaissent ici. Vous apercevez que même le patient qui n'est pas opéré a un risque dans les 6 premiers mois, mais ce risque est très supérieur, avec un index quasiment à 4% de risque relatif dans les premières semaines et les premiers mois, et puis tout ça va se stabiliser globalement après le 6e mois. Donc le risque, il est vraiment concentré par rapport au patient qui n'aura pas été opéré dans les 6 premiers mois.
Alors une fois qu'on a décidé qu'il fallait le revasculariser, qu'on avait bien compris que c'était à risque, quelle endoprothèse faut-il choisir? Alors je vous ai fait grâce de toutes les publications qui ont été faites. Je vous ai montré juste ce registre qui comparait stent tenu, stent actif. Il n'y a aucune étude randomisée évidemment. Et toutes les études qui comparent stent actif, stent tenu chez le patient opéré, en fait elles sont toutes biaisées parce qu'il y a beaucoup plus de stents nus chez les patients qui devaient se faire opérer. Donc on est un peu biaisé. Globalement, on a quand même l'impression que précocement et jusqu'au 6e mois, le stent nu est associé avec un moins haut risque de complications que le stent actif. Et d'ailleurs, c'est retenu dans les recommandations de 2014, où on continue à dire, attention, le stent actif, c'est jamais avant 6 mois. Et si vous voulez opérer rapidement le patient, il faut garder un stent tenu. Donc on reste sur des recommandations très strictes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'arrêter le clopidogrel, c'est arrêter le clopidogrel au pire des moments, dans un moment où on va confronter au patient à un stress opératoire, à l'anémie, à l'arrêt d'autres médicaments. Et donc c'est probablement une très mauvaise idée, même si on fait mieux avec les nouvelles générations de stents, de lui proposer un stent actif. Donc je passe là-dessus puisque ça a été largement présenté, et sur la base de ça, aussi parce que je considère que les stents tenus finalement font aussi très bien dans certaines indications, c'est sans arrière-pensée que je lui ai proposé un stent tenu. Quel délai? Là, vous avez dans le même registre que dans un autre registre, excusez-moi, le taux de complication en fonction du délai après la chirurgie. On voit bien qu'après la 6e semaine, le risque relatif avec un stent tenu rejoint le 1, et puis après ça réaugmente après le 6e mois parce qu'on tombe dans la resténose. Donc clairement, quand vous opérez un patient qui a un stent tenu, vous avez tout intérêt à le faire entre la 6e semaine et le 6e mois. Délai optimal, ça revient à peu près au même. On retrouve ici, est-ce qu'il y a des patients pour lesquels on a intérêt à attendre plus longtemps? Ben, vous voyez que là c'est une comparaison avant 6 mois, après 6 mois. Les chirurgies à risque finalement restent très souvent à risque. Il n'y a que pour les patients qui ont fait leur angioplastie à l'occasion d'un infarctus, où on a l'impression qu'on a clairement intérêt à attendre un peu plus longtemps et à attendre le 6e mois. Donc globalement, on peut opérer précocement avant le 6e mois. Il vaut même mieux le faire pour tous les patients, sauf peut-être chez les patients pour lesquels vous avez fait la dilatation en phase aiguë d'infarctus. Donc pour ce patient, moi, j'ai retenu le choix d'une endoprothèse non active. Je lui ai posé un stent Optimax de 4 mm. En plus, quand on regarde les critères de remboursement, hors le diabète, évidemment, il n'était pas forcément licite de lui mettre un stent actif. Il faut faire très attention à la façon dont on déploie le stent. Il faut vraiment bien travailler de ce côté-là. Et pour lui, je lui propose un arrêt du clopidogrel au bout d'un mois et une chirurgie J45-J60. On n'aura malheureusement pas le temps de parler des autres alternatives qui étaient l'angioplastie au ballon, mais qu'on a presque tous abandonné, et le ballon actif ou le stent tenu associé au ballon actif. Je passe directement au dossier 2, et puis on finit à la fin. Dossier 2, c'est un dossier qui m'a beaucoup plus embêté, qui est arrivé exactement la semaine dernière, alors que j'ai commencé à faire ma présentation. C'est un patient de 83 ans, diabétique hypertendu, hypercholestérolémie, qui se plaint d'une dyspnée des forces, un type positif en antérieur étendu, et qui a cette lésion, on ne la voit pas très bien, mais c'est une lésion qui commence avant le départ de la première diagonale, qui se prolonge sur l'hiver moyenne où elle est très serrée, avec une calcification importante, et une sténose intermédiaire ostiale de la première diagonale, une sténose significative proximale de la première diagonale. On le discute en staff, on décide finalement de plutôt faire une angioplastie qu'une revascularisation chirurgicale, même si la diagonale s'y prête pas bien, et de le faire assez ciblé sur l'IVA, parce qu'il a 83 ans, et on pense que ça va largement suffire. C'est ce que je fais avec un rotablator, la mise en place d'un stent actif long qui couvre la diagonale. Je termine par un kissing ballon avec un résultat correct, et je respecte la sténose diagonale, que je pense ne pas être un grand problème chez ce patient de 83 ans. Et puis là, arrive ce qui ne devait pas arriver, c'est-à-dire que le soir, je passe le voir, il va bien, sauf qu'il n'a pas réussi à faire pipi. C'est pas grave, monsieur, mettez-vous debout, mettez-vous le doigt sous l'eau et ça va passer tout seul. Je repasse le lendemain matin, il a une sonde urinaire. On essaye de le dessonder, ça ne marche pas, et là, les urologues viennent le voir, il y a une très très grosse prostate, et ce patient sort avec un nouvel ami qui s'appelle une sonde urinaire, ravi de son angioplastie,
Et il me demande pendant combien de temps il va devoir garder son nouvel ami. Et là, je lui dis, écoutez, pas de problème, on répond dans 15 jours parce que je vais en parler avec les collègues à Marseille la semaine prochaine et puis je vous dirai un petit peu ce qu'il faut en faire. Donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu avant, vous proposer un peu ma réflexion et puis vous me direz ce que vous en pensez. Date de la chirurgie, c'est fichu, hein. C'est fichu. Stent actif, c'est 6 mois. On peut raconter les choses comme on veut, c'est 6 mois pour un stent actif, c'est pas raisonnable de le faire avant, à la fois pour l'arrêt des antiagrégants, mais aussi parce que c'est pas bon, parce que le stent ne sera pas complètement endothélialisé, il faut probablement pas l'opérer, il n'y a pas d'urgence. Sauf qu'il n'y a pas d'urgence, c'est quand même... On peut imaginer que ce soit presque urgent pour le patient quand même. Quand on regarde le délai optimal du même registre que tout à l'heure, mais qui s'intéresse cette fois-ci au stent actif, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un risque jusqu'au 6e mois, mais qu'à partir du 6e mois, le risque a quasiment disparu. Et donc les recommandations qui proposent 1 an d'attente, ça j'ai même pas osé en parler aux patients, sont probablement excessives et que 6 mois, ça me paraît être probablement un bon délai, mais vous me direz ce que vous en pensez. Et quand on regarde dans le grand registre nord-américain de tout à l'heure la différence, on s'aperçoit que passé le 6e mois, globalement, il n'y a pas de grosse différence entre stent actif et stent tenu. Le délai optimal, c'est ce que je disais, toujours dans le même registre, on compare, et on a vraiment l'impression qu'à partir de 6 mois, le risque relatif par rapport aux patients non opérés est quasiment à 1 et on pourrait se l'autoriser. Après, la deuxième question, c'est, on part sur 6 mois, a priori, qu'est-ce qu'on fait des antiagrégants plaquettaires au moment de la chirurgie? Alors il y a l'urologue qui me dit, moi je peux le faire avec un Spigic Plavix parce que je le vaporise au laser, ça devrait bien se passer, mais quand même c'est quoi la réalité? Est-ce que c'est finalement une bonne idée absolument de se battre avec nos chirurgiens pour qu'ils gardent le Plavix? J'en suis pas si sûr que ça. Quand vous reprenez les études, vous apercevez que l'arrêt transitoire du clopidogrel chez les patients qui ont bénéficié d'un stent actif est probablement moins grave quand on le fait de façon contrôlée pour une chirurgie quand c'est fait par le patient lui-même. Dans le grand registre de tout à l'heure, il n'y a aucune différence. Alors, ce n'est pas randomisé du tout, mais quand on regarde, est-ce qu'il y a plus de risques cardiaques chez les patients stentés quand ils sont sous bithérapie, quand ils sont sous monothérapie, quand ils sont sous bithérapie, qu'on suspend l'un des 2 antiagrégants? La réponse est globalement non, il n'y a aucune différence significative. Et dans cette autre étude, qui est un grand registre japonais, on s'aperçoit que globalement, il y a presque un surrisque hémorragique tel que cela entraînerait un surrisque cardiaque tout court de, à tout prix, maintenir la bithérapie. Donc, à titre personnel, je ne suis pas sûr du tout que ce patient, je lui arrêterai, je pense que je vais lui arrêter le Plavix avant une chirurgie que je programmerai dans 6 mois, et compte tenu de son niveau de risque, rotablator, lésion longue, bifurcation, je lui reprendrai volontiers le Plavix au décours de la chirurgie, mais j'attends d'avoir votre avis. Merci. Merci beaucoup Romain, c'était très pratique avec 2 cas cliniques. Est-ce que vous avez des commentaires, notamment sur le deuxième cas? Parce que finalement le premier c'est réglé, tu as pris ta décision. Donc peut-être qu'on peut surtout discuter du deuxième cas et de comment vous auriez géré ce patient. Alors nous, dans notre centre, je pense qu'on l'aurait opéré plus tôt. C'est-à-dire que même si c'est un stent actif, nous on a pris l'habitude donc du coup d'aller jusqu'à 3 mois. Ensuite d'interrompre en effet le Plavix, de le mettre sous donc, une interruption de 5 jours avant de l'opérer pour être ou de contrôler par un VASP si c'est suffisant. Et au deuxième jour, nous en général, on les met sous 2B3A, c'est-à-dire qu'on les hospitalise. On les met sous 2B3A, donc genre thyrofiban. Et puis on interrompt quelques heures avant la chirurgie. Ils sont opérés, donc ils sont dans un centre où il peut y avoir une angiopressie. Et ensuite on reprend le Plavix. Donc ça nous permet d'avoir, au bout de 3 mois, de pouvoir tenter, surtout chez ce patient qui va être très désagréablement avec sa sonde urinaire à demeure, ça peut être une solution. Même à 83 ans, Martine? Oui. Même à 83 ans, ça t'embête pas un peu? Non. Est-ce que, parce que finalement on raisonne toujours après un stent actif, et comme on le sait, on en parle depuis ce matin, stent actif c'est une espèce de grande boîte hétérogène dans laquelle il y a sans doute des choses complètement différentes, si on prend le Cypher ou les tout nouveaux. Est-ce que tu penses qu'avec justement les nouveaux stents dont on parle, très fins, avec des polymères biodégradables, est-ce que tu penses qu'avec ces stents actifs, on pourra peut-être diminuer à 3 voire 1 mois? J'en suis pas sûr, parce que quand tu regardes l'étude
la sous-étude BSICS des groupes OCT, alors il y a très peu de patients, je crois qu'il y a une quarantaine de patients à peine évalués, où ils ont comparé le stent actif de chez Abbott et le stent, c'était le Titan à l'époque. Il y a un taux de couverture du stent d'apposition qui est très, très significativement différent. Alors c'est probablement pas grave chez le patient que tu ne vas pas opérer, qui n'aura pas le syndrome inflammatoire, mais est-ce qu'à l'occasion d'un syndrome inflammatoire et d'un stress opératoire, tu ne vas pas activer des conséquences graves de ces micro-anomalies? J'en suis pas sûr. Donc après avoir relu les différents... Je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser le débat et dire on peut le faire à 3 mois, y compris avec les nouvelles endoprothèses. En tout cas, le message, c'est de garder l'aspirine coûte que coûte en dehors de chirurgie très spécifique. Ouais, Mickaël. Là, en l'occurrence, tu as mis un stent au biolimus, donc polymère biorésorbable. Alors, je parle sur contrôle, mais il me semble qu'au 3e mois, tu n'as plus de polymère. Il n'y a plus du tout de polymère. Donc, dans le cas particulier de ton patient, si tu veux rester ami avec lui et pas qu'il soit ami avec sa sonde pendant 6 mois ou 1 an, je pense que tu pourrais risquer le 3e mois. C'était quel stent? C'était un stent au biolimus. Mais lequel? Un Biomatrix, Nobori. Nobori, c'est 9 mois le largage du polymère. C'est 9 mois? Ouais. Donc à 3 mois, tu as encore du polymère. Ah, d'accord. Ouais, je crois que c'est le Biomatrix. Ouais, donc. Et une question comme ça, à partir du moment où le chirurgien t'a dit, moi de toute façon je m'en fous qu'il y ait du Plavix et du cardégique, pourquoi tu le fais pas opérer Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi un faux débat. C'est-à-dire que le patient sous aspégique Plavix, il va saigner davantage. Et là, on retombe à nouveau dans le même diagramme de Steg, c'est-à-dire il va saigner, donc on va lui arrêter un des 2 médicaments, voire les 2 au pire des moments, et c'est là où il va faire la complication. Donc je ne suis pas sûr que finalement ce soit forcément la solution. Bon, Romain, merci beaucoup. Merci à tous. Il nous reste à remercier. Ah, une dernière question. Je vais faire très très vite. Romain, merci pour ces 2 cas qui sont extrêmement didactiques. Le deuxième, c'est plus compliqué puisque l'indication opératoire a été posée après l'angioplastie. Mais pour le premier, tu avais mis comme solution alternative la dilatation au ballon. Alors c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, on a assez peu connu cette période. C'est vrai. Mais on y revient de plus en plus, justement, lorsqu'il y a un geste chirurgical, notamment de chirurgie urologique à haut risque, d'avoir cette alternative pour pouvoir réaliser ce geste plus rapidement que 3 mois, notamment lorsqu'il s'agit de chirurgie carcinologique. Alors honnêtement, moi je ne trouve pas qu'on y revienne tant que ça, parce que je trouve qu'on n'y arrive pas. À chaque fois je me suis dit je ne vais pas mettre de stent, à chaque fois ça s'est mal terminé. Juste pour répondre à ça, je l'ai mis la dilatation au ballon parce que c'est la seule angioplastie qui peut être réalisée et pour lequel on peut arrêter l'aspirine et le Plavix 1 mois après. Et il y a quand même certaines situations de chirurgie, notamment de chirurgie de rachis, ou neurologique, ou pour lesquelles on n'a pas le choix. Donc je l'ai mis parce que là c'est bien sérieux, il faut attendre 15 jours et on peut arrêter, selon les recommandations, les 2 antiagrégants plaquettaires. Ouais. Ok, merci beaucoup Romain. Mickaël, je suis désolé, mais on ferme vraiment. Donc il nous reste à remercier les laboratoires Corevio et Exacat, l'ensemble des orateurs, et merci à vous tous pour ces discussions.